Vous êtes au cœur de la mêlée, au cœur du Stade de France pour une rencontre exceptionnelle. Irlande face à l'Afrique du Sud sur Sud Radio en intégralité au Stade de France et l'après-match jusqu'à 23h30 avec vous au 0826 300 300 et aussi sur Twitch sur la chaîne Sud Radio. Vous avez vécu le match nul entre la Géorgie et le Portugal 18 partout et la victoire nette bonifiée de l'Angleterre face au Chili 71-0. On avait Quentin Cavanis avec Julien Thomas et nous rejoint en tribune presse Eric Bonneval. Salut Eric. Salut à tous. Très heureux de t'avoir avec nous, c'est bien. Dans un stade, il fallait être là aujourd'hui. Hein. Ah ouais, là c'est place to be. Ouais. Là ça sent le grand match, ça pourrait être une finale. Ouais, c'est vrai. Mais il y a l'odeur d'un match de Coupe du Monde, mais il y a un côté, on a peut-être la chance de voir un immense match aujourd'hui. Alors l'image des fois parfois on peut être déçu, un match à couche de souris, mais non, mais par contre c'est sûr, on a le champion du monde en titre, donc contre le numéro 1 au classement mondial. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout, c'est ce qui se fait de mieux en théorie avec l'équipe de France que je peux pas oublier. Et bien sûr, et d'ailleurs on aura un regard aussi un peu franco-français dans cette partie parce qu'a priori le perdant jouerait probablement les Bleus en quart de finale et au fil du match on va se dire c'est peut-être pas mal de jouer cette équipe ou pas. C'est vrai que ça risque de varier peut-être. Moi j'avais mon idée. Quelle est ton idée? Moi mon idée, je pense pour il vaut mieux prendre l'Irlande. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a les moyens, les outils. On a su à Coupe d'Europe peut battre le Leinster qui est la copie conforme. Oui. Donc je pense qu'on a on a les moyens. On n'est pas dans la même configuration qu'en janvier-février où physiquement nous on n'est pas à 120%, eux le sont. Oui. Et on se fait toujours battre à un moment donné physiquement contre eux. Là on ne sera pas battu physiquement et je pense qu'on a des arguments. L'Afrique du Sud, le problème de l'Afrique du Sud, c'est que même si on les bat, on va être marqué physiquement. C'est-à-dire que derrière, c'est pas 2 jours de récup, c'est pas 3, c'est peut-être 4, et puis il y a les demi derrière. Alors je suis très optimiste. Mais les demi qui arrivent avec un jour en amont en plus. Et voilà, je me projette dans cette succession de matchs de très haut niveau. Ça sera dur de battre l'un ou l'autre. Ça sera extrêmement dur. Mais si on doit en battre un, ça sera plus facile de récupérer, je pense, après l'Irlande qu'après l'Afrique du Sud. C'est mon avis. Julien Thomas. Ben là je rejoins totalement Eric, d'ailleurs bonsoir Eric, mais c'est complètement ça, tu prends l'Irlande, bon bien sûr c'est stratège, c'est une machine, c'est un laboratoire du jeu offensif et défensif sur les grattages, ça on connaît, mais bien sûr que tu sors moins marqué forcément qu'une équipe sud-africaine de puissance, de destructrice, d'un rouleau compresseur. Là il te faut donc ça, les plumes qu'on va y laisser si on passe, je l'espère parce que j'y crois, en demi-finale vont être peut-être récompensés en prenant l'Irlande que l'Afrique du Sud. Oui, c'est super, c'est très intéressant. Il y a aussi un prisme un peu différent aussi, c'est qu'il y a la question autour d'Antoine Dupont. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée, Antoine Dupont a été opéré hier soir à Purpan, à Toulouse. On lui a posé une plaque. Il y a la question de savoir s'il sera capable de revenir pour les quarts de finale. C'est en tout cas l'objectif du joueur et de l'équipe de France. Il y aura toujours une interrogation dessus et c'est pas demain qu'elle sera résolue, cette interrogation. Mais s'il n'y a pas Antoine Dupont, on entend beaucoup qu'il vaut mieux jouer l'Irlande dans ce cas-là parce que auprès peut-être que face à l'Afrique du Sud, Maxime Lucu pourrait être un peu plus visé, que le jeu au pied serait peut-être plus facile à gérer. Vous savez, à ce niveau, parce que là on touche c'est du très haut niveau. Ça va être des détails et tous ces mecs sont prêts pour les jouer. Alors on remplace pas Antoine Dupont, et le joueur qui sera à sa place, il faudra surtout pas qu'il fasse de l'Antoine Dupont, mais le joueur qui sera à sa place, c'est un super joueur, faut pas se tromper. Un Antoine Dupont, il n'y en a qu'un au monde. Donc par contre en dessous, il y en a dans chaque équipe et nous on en a. Je veux dire, les nôtres c'est des super joueurs. Donc je crois qu'il ne faudra pas se bloquer là-dessus. C'est un coup terrible de perdre. Et moi c'est 2, 9, 10 dans l'axe d'une équipe. Aldrit aussi qu'on avait perdu. Mais 2, 9, 10, on les perd. Et alors moi je me raccroche, en 2011 les Blacks ils avaient perdu Carter au bout de la première journée et Mako il a joué avec le pied cassé pendant 2 matchs. Donc bon ils seront 15 sur le terrain.
Et seront 15 effectivement. Julien Thomas, est-ce que ça change quelque chose par exemple pour sur les sorties de camp, sur le positionnement sur la stratégie pour un Maxime Lucu, que ce soit l'Irlande ou l'Afrique du Sud, ou c'est du pareil au même pour toi? Par rapport à notre demi-mêlée, par rapport à Antoine Dupont. Si par exemple Lucu doit jouer ce quart de finale là, est-ce que l'Irlande ou l'Afrique du Sud c'est le même niveau de danger, le même degré d'exigence et la même façon de jouer pour Maxime Lucu? Bien sûr, il faut qu'il reste dans le registre Maxime Lucu. Après, par contre, là, il va y avoir des choix de mettre Couillou, Lucu, Baptiste Serein peut-être qui peut revenir aux affaires, on ne sait pas. Qui ont titulaire ou sur le banc? Qui ont des profils différents surtout. Tu penses que le débat existe vraiment? Moi je pense que Lucu sera titulaire, je le pense. Je pense pas qu'il y ait débat, mais il y a un truc avantageux. Pardon, excusez-moi, c'est que il a l'habitude de jouer avec Jalibert. Donc ce moins qu'il a entre guillemets par rapport à Dupont, il a un plus parce qu'il connaît Jalibert par cœur. Donc il faut aussi chercher les avantages qu'on peut tirer de ce terrible truc qui nous arrive, quoi, parce que ça met en colère quand même. Évidemment. Julien, pour terminer exactement. Non, Lucu qui a exactement comme dit Eric, a déjà cette connexion, les jeux fermés dans la charnière, c'est très important dans un jeu offensif et de communication, le 9-10, les stratèges un petit peu du jeu français. Donc déjà c'est un avantage et surtout quand même Lucu qui à chaque fois quand même est rentré à la place de Dupont, a été excellent. Il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison avec l'UBB. Il a franchi des caps, moi je trouve, vraiment, et surtout ce leadership. Après maintenant il peut y avoir mais là pas en phase finale, mais il aurait pu avoir des matchs ou peut-être l'Italie ou autre, et de le préserver ou de le mettre en connexion, mais de le faire sortir plus tôt parce que peut-être Couillou peut être plus dynamique mais moins dans le registre que Lucu. Mais pour moi c'est la charnière qui va y être. Jalibert Lucu pour la suite de l'aventure, en attendant peut-être Dupont. Eric, une petite question rapide. On vient de vivre la victoire de l'Angleterre face au Chili 71-0. Est-ce qu'on a peur de ces Anglais ou on reste très mesuré par rapport à ce qu'ils sont capables de proposer? Ouais, très mesuré. Alors c'est bien, ils ont rempli leur contrat. 14 points en 3 matchs. Le gros truc qui les lance, c'est la victoire devant l'Argentine en étant un de moins. Là, il faut un jackpot. Après, derrière, c'est pas normal qu'ils battent le Japon quand même et le Chili. Ça aurait été bien sûr. Oui, avec le bonus, c'est le minimum, quoi. Je veux dire, donc, non, il faut les prendre au sérieux. Mais enfin, ils auront le quart de finale à passer, comme nous. Et nous, n'oublions pas quand même, parce qu'on parle de quart, on parle de demi, on se voit. Attention, il y a quand même un match. Il y a l'Italie qui va falloir jouer sérieusement. Avant de parler du quart, jouons les Italiens comme on a joué le match précédent, avec la même envie, le même sérieux, et on sera en quart. Et après, on avisera. Effectivement, on avisera. Et un tout dernier mot avec toi, Eric, avant de te libérer. Tu es aujourd'hui aussi au Stade de France avec ton employeur qui est la GMF, qui est un immense partenaire du rugby français. Et c'est aussi un énorme enjeu pour toutes ces entreprises qui font vivre le rugby au quotidien en France. Cette Coupe du Monde-là, c'est un rendez-vous monumental, historique pour ces entreprises comme la GMF. Ouais, bien sûr, c'est une fête magnifique. Ça permet d'amener tout le monde dans l'entreprise, en interne, en externe, parce qu'on a beaucoup de relations. Mais c'est vraiment une fête et ça se partage avant le match sur le parvis. T'as pris un petit bateau aujourd'hui? Oui, on a pris un petit bateau, on est venu par le canal, donc c'était c'est vraiment des bons moments et puis sur le parvis et on voit que tout le monde est heureux et puis il faut reconnaître quand même qu'il y a une ambiance particulière. C'est vraiment fabuleux à vivre. Ouais, et c'est aussi ça la fête de toute la France. C'est aussi des entreprises qui capitalisent sur ce rugby, qui le soutiennent depuis vraiment très très longtemps. La GMF a toujours été un immense partenaire du rugby français. Sud Radio l'est aussi par les médias. La GMF dont on parlera dans Loge Partenaire dans quelques instants, Alexandre. Évidemment, sur Sud Radio, puisqu'on aura la chronique autour de Loge Partenaire. Merci Eric d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on te retrouve évidemment sur l'antenne de Sud Radio très prochainement. Bon match, Eric. Dans un instant sur Sud Radio, on va faire le journal de la Coupe du Monde avec Quentin Cabanis. On va faire Loge Partenaire, ben oui, parce que c'est extrêmement attendu. Et puis on fera un petit point avant ce match avec Julien Thomas. Tout de suite. Au cœur de la mêlée en direct du Stade de France ce soir sur Sud Radio, ensemble jusqu'à 23h30 autour de ce match événement, ce match très attendu entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Le perdant sera probablement l'adversaire de l'équipe de France en quart de finale de cette Coupe du Monde 2023 que vous suivez sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Mais justement, pour vous rafraîchir
rafraîchir la mémoire avant de retrouver Roger Rua dans un instant sur notre antenne. On va faire le journal de la Coupe du Monde de rugby avec les fromages Matok. Le journal de la Coupe du Monde de rugby, Quentin Cabanis. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Eh oui, Alexandre. Et on va parler évidemment de la blessure d'Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, victime d'une fracture maxillo-zygomatique lors du match face à la Namibie, remporté 96-0. C'était jeudi. Antoine Dupont, il a été opéré hier soir à Toulouse aux alentours de 23h30. Et la FFR a annoncé via un communiqué qu'il va faire son retour auprès de l'équipe de France d'ici quelques jours avec une reprise progressive avec le groupe. Il a été décidé de lui poser une plaque pour consolider la pommette. Un retour donc à la compétition est espéré pour les quarts de finale. Antoine Dupont, il a aussi donné des nouvelles sur les réseaux sociaux, sur ses réseaux sociaux. Il a posté sur X une photo de lui sous le maillot bleu avec ce texte: touché mais pas coulé, show must go on. Hâte de retrouver le groupe. Merci pour tous vos messages. Aujourd'hui, il y avait 3 matchs au programme dans cette Coupe du Monde. Ça a démarré avec Géorgie-Portugal et un match nul 18 partout entre les deux équipes. Ensuite, vous l'avez suivi sur Sud Radio avec Rémi Mességué et Laurent Cardona aux commentaires. Le succès des Anglais face à cette équipe du Chili, 71-0, avec Arundel qui a notamment inscrit 5 essais, l'ailier anglais, dans cette partie. Et puis enfin, vous allez le vivre en direct sur Sud Radio d'ici quelques minutes maintenant. Afrique du Sud, Irlande, coup d'envoi 21h, avec pour les Sud-Africains le retour du banc en 7-1, 7 avant, un seul arrière. Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cabanis pour ce point complet. On rejoint tout de suite un médecin du sport, Roger Rua. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, comme vous êtes un habitué de notre antenne et oui. Vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio, rugby notamment, puisqu'on va parler un peu de rugby, de la blessure d'Antoine Dupont, cette double fracture maxillo-zygomatique. Je fais attention avec tous les mots que j'utilise parce que je n'ai absolument aucune formation médicale, contrairement à vous, docteur Rua. On est avec Arnaud Ray, avec Julien Thomas. On a eu quand même, après l'effroi d'hier, on a eu des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles hier soir, puisqu'on a appris bien que Antoine Dupont a été opéré à Purpan à 23h30, qu'une plaque a été posée et le staff de l'équipe de France, sans tout dévoiler, espère un retour pour les quarts de finale. C'est une communication presque audacieuse, Roger Rua. Quel est votre avis ? Oui, audacieuse, mais on comprend, parce qu'on est tous derrière notre équipe de France et on a envie de voir Antoine Dupont rejouer un match avant la fin de cette Coupe du Monde, et surtout en finale d'ailleurs. Bon, mais c'est audacieux parce qu'effectivement pour un blessé de cette nature, un délai aussi court, ça paraît très extraordinaire. Parce que on a d'habitude des règles de précaution, de prudence en matière de chirurgie. On essaie d'avoir des résultats qui se consolident bien. Mais là, on a affaire aussi à un joueur qui a des capacités physiques extraordinaires. Et en plus, il va avoir un staff médical qui va être aux petits oignons pour lui. Et c'est une bonne chose. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, que le miracle se produise. Mais le miracle, il tient à quoi, Roger Rua? Est-ce physiologique? Est-ce mental? Sur quel facteur vraiment peut influer Antoine Dupont? Alors, il y a les deux. Il y a le physique. C'est-à-dire que le temps de consolidation d'une fracture, c'est en général au minimum de 3 semaines. Donc c'est déjà court. Et puis, si on a mis une plaque, c'est pour essayer d'avoir une consolidation qui soit la plus parfaite possible, qui ne soit pas dérangée, si on peut dire, par des mouvements parasites. Donc ça accélère le délai de consolidation. En plus, ça consolide quand même le plancher orbitaire d'Antoine Dupont et ça lui permet d'avoir quelque chose qui est assez efficace vite. Mais le seul bémol, c'est que normalement, après une intervention de ce type-là, après la pose d'une plaque, on recommande à nos patients de ne pas avoir de choc, bien sûr, pendant 4, 6, parfois même un peu plus selon la difficulté de l'intervention. Semaine. Oui, semaine. Ah, donc, ça va être compliqué ça. Eh oui, c'est compliqué. Donc là, il y aura certainement, s'il devait jouer, une petite prise de risque, c'est clair. Non, est-ce que l'enjeu est tellement extraordinaire que cette prise de risque peut être prise, elle est envisageable pour lui. D'abord, c'est lui qui décidera, je pense, en fonction. Et alors le mental, effectivement, parce que quand vous avez eu un choc de cette nature et une intervention chirurgicale avec tout ce que ça comporte, il y a une cicatrice, etc., eh bien, on a certainement, au fond de soi-même, peur d'un contact.
Donc si vous avez peur d'un contact au rugby avec le rugby moderne, c'est quand même difficile de jouer à 100%. Mais Antoine Dupont est quelqu'un d'extraordinaire, donc il faut espérer. Question de Julien Thomas, international, ancien joueur de l'équipe de France, champion de France en 2015 avec le Stade Français Paris. Oui, bonsoir. On parlait justement des semaines un peu de rééducation et puis surtout les chocs par rapport à cette pommette. Il me semble, Alexandre, tu me rectifies si je me trompe, que le règlement ne permet pas aux joueurs d'avoir une protection en plus. Un masque rigide, oui. Un masque rigide sur le visage, donc même sans ça risque quand même d'être un peu dangereux. Alors, puis surtout, je pense qu'il peut y avoir des protections semi-rigides ou souples qui peuvent être quand même utilisables, qui seraient un gage de protection supplémentaire pour Antoine Dupont. Maintenant, effectivement, les protections rigides, comme on peut voir dans certains autres sports, là sont interdites, effectivement. Justement, est-ce que on peut par exemple, si on ne choisit pas le masque du côté d'Antoine Dupont, est-ce que par exemple on peut lui mettre un bandage, quelque chose de particulier qui est de l'attirail déjà d'un joueur de rugby en termes de protection, un casque, un casque par exemple, est-ce qu'un bandage autour de la joue peut aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger un petit peu le joueur s'il revient pour les quarts de finale? Roger Rua, médecin. Alors oui, c'est possible pour certains niveaux, on peut dire du crâne, mais là on est face à la pommette. Donc la pommette, on ne peut pas mettre quelque chose par-dessus sans mettre quelque chose qui maintienne par-dessus le nez. Et donc ce sont les masques qu'on peut voir en basket notamment beaucoup. Voilà. Mais donc le casque qu'on voit en rugby, le fameuse casquette en fait, et ne protégerait pas de ce côté-là. Question de Quentin Cabanis. Moi j'ai une question parce que du coup on voit qu'il a l'ambition de revenir le plus vite possible, mais quels sont les risques justement de reprendre trop tôt suite après ce genre de blessure? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme séquelles pour la suite si jamais il reprend trop tôt? Alors le risque, il y a le risque opératoire, l'anesthésie, etc. Mais bon là je pense que ça a été optimisé, donc le risque est faible. Enfin, je pense que en médecine du sport, le principal risque, c'est le niveau d'entraînement. C'est-à-dire que pour des joueurs de ce niveau-là, une interruption de l'entraînement collectif et de l'entraînement physique est très préjudiciable. C'est-à-dire qu'on perd assez vite une capacité de performance physique et donc la capacité d'encaisser des chocs, par exemple. Donc c'est surtout ce délai qui me paraît un petit peu dangereux. Mais bon, physiquement, Antoine Dupont était au top, donc je pense qu'il va essayer, on va essayer de le faire perdre le moins possible. Il va être pris en charge dès début de la semaine au niveau physique, et à ce moment-là, on peut espérer qu'il va pas trop perdre. Donc au niveau physique, si on arrive à le maintenir à son niveau-là, c'est déjà un gage de possibilité de jouer. Question de Philippe Panguero avant une question d'Arnoret. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question à laquelle j'ai pas la réponse. Ça concerne les assurances. Dans l'hypothèse, par exemple, où le corps médical donnerait pas son aval, par exemple, pour une reprise en quart en disant que c'était encore trop juste et qu'il y avait un risque avéré et que Antoine Dupont, pour X raisons, se sentait prêt, décidait de jouer quand même. Est-ce que ça amène une question par rapport à la façon dont il est couvert dans ce cas-là? Est-ce qu'on a obligatoirement dans l'attente d'un feu vert des chirurgiens sur la reprise? Oui, c'est sûr que s'il y a un feu rouge du chirurgien, enfin l'équipe chirurgicale qui l'a opéré, ça va être compliqué quand même parce que les assurances ne prendront pas en charge. Donc je pense que ça sera un gros risque pour Antoine Dupont de jouer et d'avoir des conséquences. Les complications, ça sera évidemment la réouverture de la fracture, mais dans les complications de ces fractures du plancher orbitaire, il y a aussi des complications oculaires qui peuvent, puisque l'œil est dans l'orbite osseuse, et les muscles qui s'attachent sur les rebords osseux peuvent être touchés par une complication éventuelle. Et donc ça peut entraîner ensuite des troubles visuels, genre vision double, etc., qui pour un joueur de rugby serait très préjudiciable. Donc il faut vraiment qu'il y ait un feu vert de toute l'équipe pour qu'il puisse jouer avec des assurances qui le couvriraient au cas où.
Question d'Arnaud. Je posais la question. Non, mais c'est très intéressant, notamment pour ceux qui jouent au niveau amateur. C'est une question qu'il faut absolument avoir en tête et la réponse de Roger Ruet est parfaitement claire. Arnaud Ray. Oui, docteur, bonsoir. Juste une question sur aujourd'hui, Antoine Dupont, il a sa fracture qui est toute fraîche. Est-ce qu'il peut déjà commencer à courir? Comment est-ce qu'il peut s'entretenir, justement? Vous disiez, s'il arrivait à tenir son physique et que ça se consolidait, il pourrait peut-être reprendre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire actuellement? Est-ce que la course, est-ce que le mouvement, est-ce qu'il peut, avec les vibrations, qu'est-ce qu'il peut faire tout simplement actuellement pour pas ne rien faire? Alors, bon, il y a quand même 2 ou 3 jours à respecter pour que l'organisme puisse digérer le stress opératoire, hein, l'anesthésie, les produits. Après, sur la nuit, on a choisi de mettre une plaque qui est justement pour consolider l'os avec une sécurité supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il peut recommencer à courir dès le début de la semaine prochaine. Sans choc, sans opposition, mais il peut commencer à recourir, à avoir une action d'entretien dans une salle de sport pour du gainage ou autre chose. Donc il peut avoir un entretien physique qui commence assez vite. Mais par contre, faire évidemment, des passes sur le terrain ou... Non, oui, il peut aller sur le terrain, mais il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Est-ce qu'il peut manger? Est-ce qu'il peut se nourrir déjà? Oui. Parce que quand même, maxillo-zygomatique, est-ce que ça touche la mâchoire et l'action de mâcher, de tenir un protège-dents par exemple? Dormir, oui. Non, il va pouvoir s'alimenter normalement assez vite parce que c'est le maxillaire supérieur. Et le maxillaire supérieur est fixé par rapport à la boîte crânienne. C'est pas comme le maxillaire inférieur qui est mobile et qui lui pourrait être, il pourrait avoir une contre-indication à la mobilisation de la mâchoire. Là, le maxillaire supérieur, il est fixe, donc il n'y a pas de souci. Et il va pouvoir commencer à mastiquer dès le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Roger Ruas, c'était ultra intéressant d'être avec vous et vous êtes un habitué de Sud Radio, vous le resterez évidemment puisque on est très heureux d'avoir votre expertise sur notre antenne et allez les Bleus, c'est ce qu'on peut se dire. Ah oui, Roger. Les Bleus, moi je suis ancien joueur de rugby donc... Ah, dans quel coin Roger? Ah bah moi je jouais avec un peu le Stade français quand j'étais étudiant donc. Ah bah c'est très bien, très joli club. Julien Thomas a été champion de France avec ce club. Oui je sais, c'est il y a quelques longtemps. Hein. Oui mais le temps n'efface pas les beaux souvenirs. Merci beaucoup Roger. Voilà. Et vous serez toujours le bienvenu sur notre antenne. C'était très intéressant de parler de l'état de santé d'Antoine Dupont. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va aller vers Loge Partenaire et puis on va aussi ouvrir la chronique de Philippe Spanghero qui est très intéressante aujourd'hui autour du rugby absent à Marseille puisque le match de l'équipe de France était à Marseille. Pourquoi les Bouches-du-Rhône et précisément la deuxième ville de France a tant de peine à faire de Marseille une terre de rugby? On en parle dans un instant. Avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas, avec Arnaud Ray, vous au 0826 300 ou sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On est là pour parler rugby avec vous et on est au cœur de la mêlée, au cœur de ce Stade de France qui sera ce soir le théâtre à 21h de ce match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud et l'ambiance s'annonce exceptionnelle. C'est ouvert, c'est simple, c'est ouvert Arnaud, puisque les deux équipes ont choisi le vert comme identité. Ah mais complètement, là devant nous ça se remplit petit à petit au Stade de France. On a un énorme COP sud-africain juste à notre droite et là vous l'entendez, il y a le EO de Freddie Mercury qui résonne. Ils sont chauds bouillants les supporters. Et puis alors devant nous on a le vert pétant et le vert foncé qui se côtoient, ce qui nous donne bien une image assez géniale. Et aux abords ça se mélange, je peux vous dire que ça se chante. J'ai croisé des supporters qui chantaient Sia Colissi, Sia Colissi, et tout de suite il y a un Irlandais qui est venu qui a dit Peter O'Mahony, Peter, voilà, donc il y a déjà des duels en tribune qui vont être sympas. Ouais, ça sera très intéressant de parler de Pete O'Mahony tout à l'heure puisque il y a un petit chiffre aujourd'hui. Et c'est son 99e match aujourd'hui pour Peter O'Mahony, bientôt la 100e. C'est assez impressionnant ce joueur, on a l'impression qu'il n'a pas d'âge, qu'il est tout le temps là, qu'on l'a toujours connu et il a des prestations énormes depuis le début de cette Coupe du Monde. Premier match il met un doublé, il est impressionnant, mais toute la troisième ligne irlandaise est assez impressionnante. On était quelques instants avec Eric Bonneval qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre en tribune presse. On parlait de ces entreprises, Philippe Spanghero, qui sont partenaires du rugby français depuis des années. On pense notamment à la GMF. On écoutera justement dans un instant une interview avec la GMF et Lucien Gasparac dans Loge Partenaire. Mais ce n'est pas la seule entreprise. On pense à Canon. On pense aussi bien à ceux qui sont depuis toujours près de ce rugby français, à la Société Générale notamment, à Fiducial, à Renault effectivement. Et c'est vrai que pour cette Coupe du Monde, ces entreprises-là, elles jouent gros, elles jouent vraiment gros parce que c'est l'aboutissement pour certaines de 40 ans de passion. En
réalité, alors 40 ans pas vraiment parce qu'elles étaient quasiment toutes là avant 2007 et donc il y a déjà eu un premier aboutissement en 2007 en recevant cette Coupe du Monde. Mais là c'est clair qu'il y avait des partenaires qui se posaient la question de maintenir leurs engagements avec le rugby, notamment il y a 3-4 ans quand les résultats de l'équipe de France étaient encore en dents de scie et où il y avait quand même une désaffection même médiatique pour notre sport. Et c'est clair que c'est la perspective de cette Coupe du Monde en France qui a fait tenir beaucoup de gros partenaires. Et heureusement, parce que depuis, ils ont été servis, ils ont été gâtés. On a vu cette équipe de France retrouver de la performance sportive, sortir des grosses têtes d'affiche. On reparle d'Antoine Dupont sur ce volet-là, Romain Ntamak, Gaël Fickou, voilà des joueurs qui ont vraiment émergé médiatiquement. Et là, c'est un peu l'aboutissement en effet pour toutes ces marques partenaires qui se servent de cet événement pour faire ce qu'on appelle de l'activation. Alors l'activation, ça se passe en deux étapes. Il y a bien sûr tout ce qui est communication grand public, utilisation des joueurs pour la communication. Et puis il y a ce qu'on appelle les relations publiques et les hospitalités, avec l'achat de prestations pour inviter des clients autour de tous ces matchs qui arrivent à fédérer les gens importants pour les entreprises qu'elles veulent avoir sous la main. Et justement, on en parle avec la GMF, c'est le partenaire. Toi et moi, on va faire du grand travail, partner. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Partenaire, la rubrique de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby qui met en avant les partenaires du rugby français de la Coupe du Monde. On est avec Marie-Jo Ninine, responsable sponsoring sportif chez GMF. Bonjour Marie-Jo Ninine. Bonjour. Alors comment est né ce partenariat entre la GMF et le rugby ? Alors ce partenariat est né il y a très longtemps, en 85. D'ailleurs on est le premier partenaire à avoir signé avec la Fédération française de rugby. Et à l'époque, c'était une histoire d'hommes et de passion de rugby partagée. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu partenaire, avant même de devenir assureur d'ailleurs. Et quels sont les avantages que ce partenariat apporte aux fans de rugby et aux clients de la GMF ? Alors, déjà, on partage les bonnes valeurs qui sont véhiculées par le rugby. C'est un sport qui a une image très positive, c'est de la solidarité, l'esprit d'équipe. Donc on essaye d'en faire profiter tout le monde, nos sociétaires, nos prospects, et on essaye de partager ces moments conviviaux en stade, mais aussi en dehors. Quels sont les moments forts de ce partenariat pendant la Coupe du Monde et quels événements ou activités sont prévus pour les fans ? Alors nous, on s'est aussi engagé dans cette Coupe du Monde puisqu'on est sponsor officiel donc de la Coupe du Monde. On avait été partenaire officiel en 2007 et on a fait pas mal de choses. Alors déjà, on a été partenaire de la Coupe du Monde militaire de rugby qui s'est achevée le 10 septembre avec une belle victoire du 15 de la Défense. Donc on a accompagné cette Coupe du Monde et on a aussi valorisé donc tous ces métiers des militaires sur les réseaux sociaux. Et là, on va aussi donner un maximum de visibilité à cette Coupe du Monde. On a des billboards autour des matchs, on a des spots radio, du print, du digital pour inciter nos sociétaires et le grand public à venir récupérer des kits de maquillage en agence GMF. On a une énorme bâche à Saint-Lazare pour mettre en grand notre partenariat. Et on invite très largement nos sociétaires sur de nombreux matchs. On a organisé des tribunes GMF avec plusieurs centaines de personnes qui pourront aller se faire maquiller pour assister à un match et qui partiront avec des goodies et qui pourront faire des selfies qui seront postés sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous donner un aperçu des projets futurs entre la GMF et le rugby après la Coupe du Monde ? Ah bah oui, de toute façon, nous, ce qu'on a fait pendant cette Coupe du Monde, c'est qu'on a essayé de tirer le fil de nos partenariats. En fait, comme je vous le disais, on s'est engagé auprès des militaires et ce, depuis des années. Donc là, on a aussi essayé de valoriser leur Coupe du Monde à l'occasion de la Coupe du Monde classique.
Pareil pour le rugby fauteuil. On est partenaire de la Coupe internationale de rugby fauteuil qui aura lieu en octobre. Et ben, on va essayer de leur donner un maximum de visibilité et d'inciter les gens à aller assister à cette compétition parce qu'on est partenaire et qu'on veut leur donner un maximum de visibilité aussi. Donc, on va continuer à faire vivre tous nos partenariats, même après la Coupe du Monde. Là, ce sera en fait cette Coupe du Monde, c'est l'occasion d'avoir un coup de projecteur sur ce qu'on fait déjà et de donner un peu plus de faire vivre plus largement ce qu'on fait déjà tout au long de l'année auprès de nos collaborateurs. On a fait pas mal de jeux concours, on a organisé un tournoi de rugby à toucher. Enfin, on leur fait vivre le plus possible cet événement. Merci beaucoup Marie-Jo Ninine, responsable sponsoring sporting chez GMF pour cette participation à Loge Partenaire, la rubrique qui met en avant les partenaires de la Coupe du Monde de rugby et du rugby français. On se retrouve la semaine prochaine. Et très intéressante chronique avec Lucien Gasparac, Philippe Longueros. Voilà, on parlait de l'importance de ces partenaires là et c'est aussi ce qui nous offre une Coupe du Monde aussi passionnante. Oui, bien sûr, ça fait partie, ça contribue à l'évolution du modèle économique. Et c'est clair que ce qui est quand même à souligner dans le rugby particulièrement, c'est cette fidélité. Voilà, on entendait la personne de la GMF parler du premier engagement qui date de 1985. Le rugby a quand même pu compter, même dans les périodes de bas, à des partenaires fidèles, sur des partenaires fidèles, et ça c'est quand même à souligner. Voilà, donc quand on parle des fameuses valeurs du rugby, alors on se pose souvent la question, elles sont régulièrement galvaudées, mais il y a quand même des choses assez particulières dans notre sport, et la relation hyper solide entre ce sport et ses grands partenaires en fait quand même partie. Et c'était effectivement très très intéressant. On va parler justement d'un autre point intéressant, c'est le rugby à Marseille. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La chronique de Félix Panguero. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs. En avant l'écho, Philippe Panguero, on parle de Marseille qui était le théâtre de ce match entre la France et la Namibie avec une ferveur exceptionnelle autour du stade Vélodrome, mais un rugby marseillais qui n'a quasiment plus la chance d'exister aujourd'hui. Je dis bien quasiment, puisqu'il y a toujours des clubs autour de Marseille et à Marseille, mais c'est vrai qu'entre l'arrivée de John Aloumou il y a maintenant quelques années et l'aventure Stade Phocéen, Marseille ne vibre plus autant en rugby. Comment expliquer cette anomalie, Philippe? C'est une vraie question qui émerge là de plus en plus, puisqu'on va de plus en plus être amené à voir des matchs de rugby au Vélodrome, particulièrement l'année prochaine avec les travaux au Stade de France et la fédération qui va délocaliser ces matchs là-bas, et la Ligue aussi pour les affiches de Top 14, les phases finales. Et quand on voit l'engouement et la réussite populaire que représentent les matchs de rugby à Marseille, on se dit mais comment c'est possible qu'il y ait autant d'engouement autour du rugby pour les grands événements et que ça ait du mal à prendre dans les clubs. Alors pour moi il y a deux explications. La première qui est la principale, elle est due au fait qu'il y a un gros sujet d'infrastructure à Marseille, malgré le fait que ce soit une très grande ville, par le fait que le football cannibalise quand même l'attention des pouvoirs publics, et qui a très très peu de moyens développés pour des infrastructures liées au rugby. Il y a 3 clubs à Marseille, ce qui est une anomalie à la vue de la taille de la ville. Quand on compare avec Toulouse, même si Toulouse c'est une comparaison forcément particulière vu le terreau rugby, mais 3 clubs pour une ville de plus d'1 million d'habitants, on voit le décalage, et ça s'explique en grande partie quand on écoute les dirigeants de ces clubs-là par la difficulté à installer une dynamique autour d'infrastructures. Tout est un combat à Marseille pour ces dirigeants, les terrains, la capacité à organiser une saison dans de bonnes conditions, et donc ça c'est aussi un des enjeux de la fédération. Florian Grill l'a dit il n'y a pas longtemps,
il y a une relation à recréer avec la mairie de Marseille pour qu'il y ait un soutien un peu plus massif de la ville d'abord dans les infrastructures autour du rugby. Et je crois que ce qui est plutôt de bon augure, c'est justement cette actualité la prochaine avec Marseille qui sera la ville d'accueil des Bleus pendant des mois pour renforcer cette dynamique et montrer que le rugby a sa place. Après, le deuxième phénomène, il est lié directement à la concurrence du foot qui cannibalise énormément de choses et au fait que Marseille soit enclavé entre des territoires de rugby qui sont en train de prendre de la place. Parce qu'on voit le projet de Provence, d'Aix-en-Provence, qui est un club très bien structuré et qui prend quelque part le lead dans la banlieue, la grande banlieue, j'allais dire marseillaise, puisqu'il y a des installations, puisqu'il y a un club professionnel, puisqu'il y a un vrai projet ambitieux. Et donc les jeunes qui ont envie de jouer et qui ambitionnent d'évoluer dans le rugby se tournent d'un côté vers Provence et de l'autre on a quand même Toulon qui est pas loin et puis tout un tas de clubs autour de Toulon, la Seine qui était quand même à un haut niveau amateur. Et donc Marseille se retrouve là enclavé entre des grosses terres de rugby. Il y a Carqueiranne, Toulon bien sûr. Et donc Marseille se retrouve enclavé entre des terres de rugby, sans moyens et sans installation pour développer directement des projets ambitieux. C'est vrai, toi Julien, qui a grandi et qui a beaucoup évolué au rugby autour de l'Hérault, il y a toujours eu un vide pour toi à Marseille. Toi, quand tu étais en école de rugby, quand tu as commencé à aller dans des grands déplacements dans des grandes villes, Marseille n'existait pas pour toi ? Ah non, on n'existait pas. On jouait plus du côté toulonnais, on jouait Nice, on jouait ce secteur-là, Aix-en-Provence. Marseille, jamais vu dans les tournois, même chez les jeunes. C'est vrai qu'il y a eu un prémisse avec l'arrivée de Jonah Lomou, il y a eu quand même David Gérard, il y avait notamment Alain Gardet qui a monté un peu ce projet aussi en tant qu'entraîneur à une certaine époque, sauf que les finances n'étaient pas présentes. Il y a eu une rétrogradation financière de la DNACG. C'est vrai que en parlant avec Alain Gardet, qui était manager à ce moment-là aussi, le rugby à Marseille était étouffé totalement par l'OM. Là-bas, il y a tellement une ferveur du foot que et tiens, la ferveur que vous entendez derrière nous, c'est pour l'Irlande qui vient de rentrer au vestiaire. La ferveur est hallucinante au Stade de France. On vous fera vivre évidemment l'avant-match. C'est vrai que le foot, Marseille est une ville de foot, Philippe. Est-ce que Marseille peut devenir une ville de rugby autre qu'économiquement, puisque vraiment le premier vecteur est forcément l'argent que pourrait mettre Marseille, des investisseurs peut-être phocéens, mais derrière ça, en termes de popularité, en termes de ferveur, comment rendre Marseille une ville un peu plus rugby? Y a-t-il le potentiel? Alors, il y a certainement le potentiel. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait plus d'installations et d'infrastructures qui permettent d'accueillir des gamins, puisque malgré tout, on le dit, mais une Coupe du Monde comme ça, et en particulier si l'équipe de France va loin dans le parcours, c'est l'attente de 15 à 20% de licenciés de plus, donc il faut être capable de les accueillir même à Marseille. Donc là, il y a un enjeu court terme. Et sans trahir de secret, je pense qu'il y a de l'ambition de la part de la Fédé pour aller contourner le problème du rugby à 15 à Marseille et aller s'adapter à la spécificité du territoire. Et il y a aussi dans les enjeux de développement la pratique du beach. Et Marseille serait par exemple la ville idéale pour accueillir un centre national de beach avec des événements réguliers qui permettent d'amener une audience qui ne serait pas vraiment cannibalisée par le foot, qui serait une discipline saisonnière et qui permettrait quand même d'implanter plus fortement le rugby à Marseille, parce que c'est un des enjeux, c'est la plus grande ville française dans laquelle le rugby est le moins présent. Je t'aime Philippe. Tu sais pourquoi? Parce que demain soir sur Sud Radio à 17h15, nous recevrons celui qui fait vivre le Beach Rugby 5 à Marseille. Il sera sur Sud Radio demain sur notre antenne. Donc vraiment la transition est toute trouvée. Est-ce qu'on a fait le tour, Philippe, du rugby à Marseille? Alors on n'a jamais fait le tour, mais je pense qu'on a posé les bases de l'analyse de la situation et les perspectives d'évolution. En tous les cas, voilà, Marseille est quand même un écrin spécial pour le rugby français.
On l'a encore vu contre la Namibie, on le reverra très vite pour les autres matchs que va accueillir Marseille. Et on a toujours beaucoup de plaisir à y aller. Et c'est vraiment une histoire particulière entre le rugby et cette ville et ce stade. En avant l'écho que vous pouvez retrouver sur YouTube, évidemment sur la chaîne Sud Radio. Vous êtes plus de 800 000 personnes à nous suivre sur YouTube. Merci beaucoup Philippe Spanguiron. On va se retrouver dans un instant pour rentrer dans l'avant-match. Afrique du Sud-Irlande, merci d'avoir été avec nous Philippe. Dans un instant, place à Julien Thomas, Quentin Cavanis, Arnaud Ray du côté du Stade de France pour l'avant-match. Et la rencontre ensuite jusqu'à 23h, l'après-match jusqu'à 23h30. C'est avec vous, c'est sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. C'est vert, c'est jaune, c'est blanc, c'est incandescent dans ce Stade de France. Vous êtes sur Sud Radio dans l'enceinte de Dionysienne pour ce choc. Le premier immense grand choc de cette Coupe du Monde après France-Nouvelle-Zélande. Place à Irlande, Afrique du Sud d'Irlande. L'ordre est différent mais l'histoire sera peut-être la même. Le perdant jouera probablement face à l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On est avec Quentin Cavanis, avec Julien Thomas, notre consultant, avec Arnaud Ray au Stade de France. Arnaud, avant de dévoiler les compositions des deux équipes, un duel, un seul, qui pourrait faire basculer cette rencontre, Arnaud. Ils portent tous les deux le numéro 12. Pour moi, j'ai choisi le duel entre Bundee Aki, 50e sélection ce soir avec l'Irlande. C'est le meilleur attaquant de cette Coupe du Monde pour l'instant. 4 essais marqués, 39 ballons portés, 7 franchissements, 18 défenseurs battus face à Damian De Allende. Là, c'est du solide, c'est énormissime, ça va taper très fort. Il va falloir breaker ses défenses et pour moi, ces deux garçons, eh bien, ça va taper très fort. J'espère que les forces vont pas s'annuler tellement ça va taper fort. Est-ce que Damian De Allende est l'agent infiltré du rugby irlandais, puisqu'il joue en Irlande, Damian De Allende? On va le voir, hein, mais je pense qu'ils vont pas se faire de cadeaux là. C'est surtout que Damian De Allende, il a dû donner plein d'infos à son équipe. Il connaît par cœur ses joueurs face à lui, mais bon, c'est un match de rugby, 80 minutes, tout est remis à zéro là, hein, clairement pour ses joueurs. Après, j'ai hâte de voir ce duel au centre du terrain parce que franchement, Bundee Aki nous impressionne depuis le début de ce mondial, mais ils ont joué la Roumanie, ils ont joué les Tonga, là c'est l'Afrique du Sud et pour moi ce duel il va être détonnant. Il y en a plein d'autres, mais celui-là il va être exceptionnel. Merci beaucoup Arnaud Ray, on te retrouve à la mi-temps et à la fin du match. Bon match. Et sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Twitter, sur Instagram, on fait vivre grâce à Arnaud, grâce à Antoine Mazer, et bien cette Coupe du Monde de rugby pour vous, auditeurs et amoureux de ce sport. La composition des deux équipes sur Sud Radio, on va commencer par les Irlandais qui officiellement évoluent à l'extérieur aujourd'hui en première ligne. Andrew Porter, Ronan Kelleher et Tad Furlong. La deuxième ligne, Tag Byrne et James Ryan. La troisième ligne, Peter Mahoney, Josh Van Der Fleer et Chelan Doris. La charnière, Jamison Gibson Park et Johnny Sexton. Aux ailes, James Lowe et Mac Hansen. Au centre du terrain, Bundee Aki, Gary Rose. À l'arrière, Hugo Keenan. Les remplaçants, Dan Sheehan, Dave Kilcoyne, Finlay Bilham, Ian Anderson, Ryan Baird, Connor Murray, Jack Rowley, Robbie Henshaw. Voilà pour l'Irlande. Côté sud-africain, la première ligne, Steven Kitchoff, Bongi Bonambi, Franz Malherbe en deuxième ligne, Zebet Mostert en troisième ligne, Colissi et Pitch Tef du Toit autour de Jasper Wisse. La charnière, Faf de Klerk, Manny Libok. Aux ailes, Cheslin Colby et Kurtly Arens. Au centre du terrain, Damian De Allende et Jesse Kriel. À l'arrière, Damien Willems et les remplaçants, Dion Fourie, Ox Che, donc je le disais, numéro 17, numéro 18, Trevor Nyakane, en 19, Klein, Snyman, Van Staden, Quagga Smith et Cobus Reinhardt. Un 7-1 sur le banc, c'est quasiment du jamais vu. Le trophée est là, au bord du terrain, pour célébrer le champion du monde face à la première nation mondiale. C'est un événement historique que vous allez vivre sur Sud Radio et c'est tout de suite.